Mesdames et messieurs, merci. Comme nous le disions tout à l'heure, à l'entame avec Romia Drououi, notre invité, c'est bien Monsieur Antoine Adoukonou. Bonsoir, Monsieur Antoine Adoukonou. Bonsoir, Monsieur Théodule. Merci d'être là. Vous êtes analyste politique. L'interview accordée à Jeune Afrique fin février, publiée en début de la semaine dernière, continue d'animer les débats au sein des partis politiques et même au niveau des analystes politiques. Pour ce mardi, l'analyste politique Antoine Adoukonou, avec qui nous avons rendez-vous, nous donnera sa position, sa lecture sur deux aspects des échanges que le chef de l'État a eus avec nos confrères de Jeune Afrique, la grâce présidentielle et la rélecture du code électoral, les raisons profondes du nom du président Patrice Talon. Monsieur Antoine Adoukonou, dites-nous, à suivre le chef de l'État, il a été quand même clair et très clair par rapport à sa position sur ces deux aspects. Oui, bien sûr, ce n'est même pas lors de cette interview. Depuis fort longtemps, la position du président Talon, par exemple en ce qui concerne la grâce présidentielle, pour certains qualifiés de détenus politiques, sa position a été toujours claire. C'est de ne pas exercer son pouvoir de grâce pour ceux-là. Également par rapport au code électoral, c'est un débat qui est là depuis, et à chaque occasion que le chef de l'État a l'occasion de rencontrer le Parti des démocrates, qui est quand même le parti pionnier qui réclame la relecture de ce code, le chef de l'État n'a pas caché sa position. Je ne suis pas pour la relecture du code électoral. Donc je pense que ce n'est qu'une répétition pédagogique qu'on a refait dans cette interview. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour les Béninois. Nous allons d'abord aborder le premier aspect, la grâce présidentielle. Ce serait bien pédagogique qu'on revienne un peu sur les explications sur ce que c'est qu'une grâce présidentielle. Et Monsieur Antoine Adoukonou, dites-nous, quand on parle de grâce présidentielle, et quelles sont les bases juridiques sur lesquelles la grâce présidentielle se repose? Bon, base juridique d'abord, c'est une mesure, c'est un pouvoir, disons, un pouvoir discrétionnaire que la Constitution accorde au chef de l'État et qui permet d'exercer ce pouvoir dans des conditions bien déterminées pour, disons, suspendre ou bien mettre fin à l'exécution d'une peine de quelqu'un qui a été bien sûr condamné, c'est-à-dire que on fait un procès, vous êtes condamné, vous êtes en détention, mais le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire donc de vous accorder la grâce et qui vous permet donc de ne plus exécuter en partie ou totalement la peine. Cependant, il faut différencier, bien sûr, la grâce de l'amnistie. Parce que la grâce, d'abord, elle est une mesure individuelle, c'est-à-dire qu'on n'accorde pas la grâce de façon collective. La grâce est accordée à des individus bien précis. D'accord? La grâce, elle n'est pas une loi qui est votée au Parlement. D'accord, elle n'est pas une loi qui est votée au Parlement. La grâce n'efface pas la condamnation de votre casier judiciaire. Ça met fin en totalité ou en partie à l'exécution de votre peine, mais la trace de la condamnation figure toujours sur votre casier judiciaire. Alors que l'amnistie permet d'effacer la peine, la condamnation de votre casier judiciaire. C'est le Parlement qui exerce ce pouvoir, ce n'est pas le chef de l'État, c'est le Parlement qui exerce ce pouvoir à travers le faute d'une loi spéciale. Et souvent, c'est de façon collective que l'amnistie est donnée. C'est que si on rentre dans des cas d'amnistie, c'est surtout lorsqu'il y a une situation, par exemple, une crise post-électorale, on peut de façon globale voter une loi spéciale
pour dire, bon, tous ceux qui sont concernés par ces crises post-électorales, bon, on ne les condamne plus, c'est comme si rien n'a été. Et le Bénin l'a déjà fait. Une fois, après les crises de 2019, et malheureusement, en 2021, les démons sont toujours au rendez-vous et malheureusement, on a retrouvé encore des gens dont on avait voté l'amnistie qui se retrouvent encore dans la nouvelle situation. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que le chef de l'État est trop réticent à accorder la grâce à ces personnes parce que il ne faut pas ériger le désordre en règle. Est-il en train, là, M. Antoine Adoukonou, de vouloir mettre fin à l'impunité, c'est-à-dire prouver que l'impunité ne sera plus de mise et qu'il faut restaurer l'autorité de l'État? Je crois que oui, et quand il ne faut pas dire l'impunité, ce que je vois beaucoup plus dans la pensée du chef de l'État, c'est qu'il ne faut pas sous le couvert de la politique, enfreindre aux lois de la République, faire ce qu'on ne doit pas faire et prétendre utiliser le manteau de politicien pour bénéficier de la grâce présidentielle après. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a amnistié les gens. Le Parlement a voté une loi d'amnistie après les événements de 2019. Ça veut dire que la volonté est là de voir qu'à un moment donné, il faut pardonner, à un moment donné, il faut réconcilier, à un moment donné, il faut chercher la paix. Et on l'a fait après les événements de 2019. Mais si on le fait, il faudrait qu'on ait les effets attendus. Les effets attendus, c'est que une fois que nous cherchons, puisque ce que nous cherchons en donnant par exemple l'amnistie à ces acteurs politiques, à tous ceux qui sont impliqués par exemple dans les événements de 2019, c'est qu'il faut qu'à l'arrivée, le peuple soit uni, que la paix règne et que les choses ne se répètent plus de cette manière. Mais malheureusement, lors des présidentielles de 2021, les mêmes phénomènes pratiquement ont refait surface. Et si vous êtes à la place du chef de l'État, est-ce que vous allez perpétuer cette manière de pardonner, de gracier tout le temps, tout en voyant qu'il y a une récidive? Ce n'est pas que quand vous accordez le pardon, ça permet d'avoir la paix que vous recherchez, mais malheureusement, ça fait exacerber même les problèmes que vous fuyez. Quand c'est comme ça, là, est-ce que vous aurez la facilité d'accorder la grâce, l'amnistie ad aeternam vitam? C'est ça la grande question. Oui. Peut-être si vous me demandez de reprendre, je vous dirai d'attendre que je sois à ce poste avant de savoir quels sont les contours. Mais M. Antoine Adoukonou, face à cette fermeté du chef de l'État, oui, et au-delà de tout ce qu'il y a comme respect des textes de la République, est-ce que la libération, la grâce, l'éventuelle grâce qu'on pourrait accorder, je dis, ne constitue, ces éléments libérés ne constitueront-ils pas des éléments gênants pour la stratégie du chef de l'État, surtout qu'il va vers la fin de son mandat? Est-ce qu'ils ne seront pas des éléments gênants pour lui pour dérouler son programme, son plan d'action pour la suite des événements? Non, je n'ai pas bien compris la question. Si la grâce présidentielle est accordée, supposons, comme on le souhaitait, oui, le chef de l'État est resté ferme. Nous le savons, et vous l'avez dit, il a répété à plusieurs reprises. Alors, au-delà de tout ce qui est fermeté du chef de l'État, du respect des textes de la République, de la condamnation, mais si, est-ce que ce n'est pas que ces éléments qu'on demande, qu'on libère, ne constitueraient-ils pas des éléments gênants qui pourraient troubler le plan d'action du chef de l'État pour la suite du programme, des gens qui pourraient l'empêcher de dérouler son plan d'action pour le reste du temps qu'il a passé, surtout pour les échéances de 2026? Non, je pense que, je vais essayer en tout cas de répondre tel que j'ai compris.
En fait, j'ai été quand même très clair. Oui, on ne peut pas faire le débat de ça. Ça dit qu'on ne peut pas faire le débat pour dire que, bon, c'est parce que quand on va les libérer, quand on va leur accorder la grâce, ils deviendront des éléments gênants. C'est pour ça qu'on ne veut pas les libérer. Je ne crois pas que c'est ça. D'accord. Nous avons dit que, en accordant la grâce, en votant une loi d'amnistie, on vise un résultat. Le résultat qui est visé, c'est que les mêmes causes ne produisent plus les mêmes effets. D'accord? Mais si on a déjà fait l'amnistie en 2019 et qu'on a constaté qu'en 2021, on n'a pas eu les résultats escomptés et que chaque fois qu'on n'est pas, disons, dans les bonnes grâces des élections, parce que quand il y a une loi, c'est sûr que quand vous voyez que la loi ne vous arrange pas, de façon démocratique, qu'est-ce qu'on fait? On constate. Et on travaille à ce que les rapports de force soient en votre faveur un jour. Mais il ne servirait à rien de dire, bon, parce que, par exemple, ce code électoral ne me permet pas de gagner les élections, ne me permet, par exemple, d'avoir les parrainages, il faut brûler le pays, il faut prendre des positions dures, il faut soulever le peuple, il faut faire ceci. Ce n'est pas la position normale. Et si vous voyez tout ce qui s'est passé pour qu'on arrive aux événements de 2019, pour qu'on arrive aux événements de 2021, c'est le fait que on a devant soi une loi électorale qu'on estime qui ne fait pas son affaire et on pense que la porte de sortie, c'est de violer la Constitution, c'est de mettre le pays à feu et à sang. Et quand c'est comme ça, et que ça s'est passé une fois, parce qu'en 2019, tout ce qui a été fait conformément au test. Et c'est parce que d'aucuns estiment que, tel qu'on a fait les tests, que ça ne peut pas être ainsi qu'on en est arrivé là. Parce que si, lorsque la Sénat a donné les résultats, que la Cour constitutionnelle a confirmé, le débat est clos, puisque les décisions de la Cour sont insusceptibles de recours. Si tout le monde comprend comme ça et qu'on s'y conforme, personne ne va rentrer dans les rues. Parce que je conçois que le débat politique doit se faire dans les idées, doit se faire dans les institutions, doit se faire dans les lois. Mais dès qu'on fait tout ce trajet et que vous voyez que les rapports de force, vous n'êtes pas toujours arrivé à les renverser, en tant que bon démocrate, vous constatez et vous travaillez à ce que les fois à venir, les donnes changent en votre faveur. Si nous prenons par exemple le code électoral, qui est sujet de polémique partout là, en réalité, ce code, quoi qu'on dise, est une loi et qui a un caractère général. Ça, tel qu'on va appliquer le code aux démocrates, tel on va l'appliquer à tous les autres partis politiques. Le chef de l'État l'a dit. Comme de l'opposition. Oui. Bon, ça veut dire que c'est le peuple, en réalité, qui veut départager les uns et les autres. Si on fait des récriminations, parce qu'une loi électorale, qu'on le dise, n'est pas n'importe quelle loi. C'est vrai on lui donne le nom de loi ordinaire, mais c'est une loi qui organise la compétition électorale. Ça veut dire que, quel que soit le code qu'on va voter, il y aura toujours des récriminations. Parce que chaque acteur de l'élection est en train de voir ses chances face à ce code. Donc, ceux qui pensent que oui, tel que c'est fait là, ça m'arrange, ils soutiennent. Et ceux qui pensent que tel que c'est fait là, ça ne m'arrange pas, sont en train de crier. Et c'est normal. Même quand on va refaire, pour dire, bon, il faut revoir. Quand on va revoir,
il y aura toujours d'autres partis qui vont voir que non, tel qu'on a revu là. Vous, c'est ce qui justifie la fermeté, le nom du chef de l'État par rapport vous savez, à la rélecture. Expliquez-nous qu'est-ce qui, selon vous, peut être les raisons profondes de ce nom du chef de l'État qu'il a quand même répété à plusieurs occasions. Quand moi j'écoute le chef de l'État, c'est vrai que j'ai compris que, en fait, ce qu'il explique, c'est ça qu'il faut accepter d'abord. Même si on doit corriger. C'est-à-dire que le chef de l'État dit, moi mon souhait, c'est qu'on ait des partis, qu'on ait des grands ensembles. Et le chef de l'État a utilisé le mot le plus approprié, c'est pour contraindre les partis politiques à rester ensemble, les acteurs politiques à rester ensemble, pour faire de grands rassemblements, pour que nous ayons des espaces de discussion du pays un peu consolidés. Ça veut dire quoi? C'est l'objectif qui est visé, qui permet donc de traduire cela dans les dispositions légales au fin d'en arriver là. Ça veut dire quoi? En réalité, si nous faisons le débat sur le code électoral, la première chose, c'est pourquoi moi j'ai dit, je comprends les uns les autres. Parce que ça dépend du référentiel dans lequel chacun se situe dans son analyse. Si quelqu'un qui pense par exemple aux élections prochaines. D'ailleurs, tout le monde pense aux élections prochaines. Ah, c'est le code électoral. C'est ça le danger. Non, mais oui. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Le combat est là, d'abord. Je ne le refuse pas. Oui. Mais en tant qu'homme politique, oui, si nous voulons construire des modèles pour le pays, il ne faut pas construire des modèles parce qu'une élection s'approche. Ça veut dire que si c'est ça, à la veille de chaque élection, on va changer les modèles. Parce que dès que les rapports de force vont changer au Parlement, on va encore changer le code pour l'adapter à ceux qui sont là. C'est pourquoi moi je dis non, le raisonnement doit aller au-delà des élections à venir. Quel est le modèle que nous voulons pour le pays? Et c'est quand on finit de faire ce débat, si ceux qui disent qu'ils sont contre le code électoral sont en train de faire le débat ainsi, moi je comprendrai. Mais on fait le débat juste parce qu'on voit que, bon, pour les élections à venir, tel que c'est là, ça ne m'arrange pas. Mais est-ce qu'on a pensé plus loin, une vision prospective? Une vision prospective. Est-ce que ce que vous voulez là? Parce que en faisant la réforme, on s'est fixé des objectifs. Oui. Nous avons dit, nous avons plus de 250 partis politiques dans ce petit Bénin. Précisément, on était à près de 278 partis politiques. Ça, c'est à la veille de la réforme que tout le monde connaît. Voilà. Et nous avons dit, nous ne voulons plus ça. Nous voulons avoir de grands ensembles. Pour avoir de grands ensembles, il faut faire le diagnostic. Et pour voir pourquoi il y avait une floraison de partis politiques, sans que ceux-là, en réalité, ne soient pour la plupart des partis politiques que moi je qualifie de partis politiques récépissés. Vous savez qu'il y a des partis où c'est le président seul qui est à son sac à main. Tout ça, c'est du déjà. Voilà. Maintenant, pour éviter, on est en train de travailler. Maintenant, si, en absence de volonté politique, oui, pour éviter cela, il faut mettre des dispositions légales qui arrivent à contraindre les gens à rester ensemble. Et tout est parti de là. Et nous avons agi premièrement sur le mode du scrutin. Pour dire, c'est parce qu'au niveau des circonscriptions, que ça dit le mode de scrutin était seulement lié aux circonscriptions, que les gens préfèrent créer des partis de communes ou d'arrondissements pour pouvoir lever des sièges au Parlement parce que c'est seulement au niveau de la circonscription qu'on fait le point. Et nous avons dit que si c'est ça, il faut aller au seuil national. Au seuil national. C'est ça qui a fait qu'on est allé à 10% pour dire, bon, comme on veut que les partis soient forts et qui est d'envergure nationale, il faudrait que le parti montre d'abord sa capacité à engranger au plan national au moins 10% des suffrages exprimés au plan national avant de prétendre dans sa circonscription. D'accord. Pour donc, vous, oui. C'est là où on veut aller, en fait, qui guide.
Très bien. Et pour vous, la fermeté, le non ferme du chef de l'État par rapport à la réélecture du code électoral est justifié? Pour moi, la raison que le chef d'État avance, oui, pour moi, est justifiée. Parce que le chef d'État dit, si on modifie le code électoral sans... L'avoir expérimenté. Oui, non, en faisant ce que les gens disent là. Ouais. Les partis de la... Vous savez, aujourd'hui, si on enlève tout ce qu'il y a comme contrainte, le seuil national, les parrainages. Si on enlève le parrainage aujourd'hui, on n'aura plus de... Donc on ne reste plus son sens, vous voulez dire? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, il y a une kyrielle de personnes aujourd'hui qui ambitionnent la fonction présidentielle. Mais c'est parce que... La notion de compétition n'y serait plus? C'est parce que non. C'est parce que il y a la question du parrainage, que ça devient sérieux et que les gens savent désormais que n'est pas candidat en République du Bénin qui veut, mais qui peut. C'est parce qu'il y a le parrainage. Dès qu'on enlève le parrainage, il n'y a plus de contraintes. Et qu'il faut avoir seulement 40 ans et jouir de ses droits civils et politiques, il faut être candidat là. Vous avez vu par le passé le nombre de candidats qu'on a. Et quand vous faites le point après, c'est des candidats où en moyenne, plus de 3 quarts sont entre 0 et 1%. Et après maintenant, on prend ça là pour dire qu'on soutient le candidat qui est au second tour. Et quand le candidat réussit, il faut venir avec ça là, pour venir marchander les postes ministériels, les postes de directeur général, tout ça là. Et ça fait un début de difficulté même pour la gouvernance, pour celui qui est là. Donc, pour éviter toutes ces choses, on met des dispositions quand même pour que ceux qui viennent, aujourd'hui, sans que vous ne passiez pas la maille des partis politiques, vous ne pouvez plus être candidat. Très bien. Donc, c'est pourquoi je dis... Je préfère qu'on critique même les objectifs qu'on poursuit que de critiquer le code. Vous voyez, lorsqu'on met les seuils par circonscription électorale, les 20% par exemple, je dis, même si moi personnellement je pense que avoir 20% partout, que c'est déjà de trop, mais je suis d'accord pour le principe que il faut maintenant fixer des seuils par circonscription, parce que quand on a fixé les 10%, c'est pour que les partis soient partout. Mais on peut rester, on a compris qu'on peut rester par exemple dans une région et avoir 10% au plan national, sans avoir beaucoup de voix dans l'autre région. Donc, c'est une deuxième répartition, en fait, que le législateur a tenté de faire. Donc, sur le principe d'aller dans les circonscriptions, d'exiger qu'on ait des voix dans les circonscriptions, moi, je suis encore pour. D'accord. Monsieur Adokounou, voilà, c'est clair. La fermeté du chef de l'État par rapport à cette rélecture du code est claire. Et pourtant, comment expliquez-vous le tapage que fait l'opposition qui soutient Mordicus qu'il faut qu'on aille, alors que le chef de l'État était clair et qu'il faudrait passer à autre chose? Bon, je vais d'abord... Comment l'expliquez-vous? Oui, je vais d'abord faire une nuance. Parce que quand on dit le chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État, c'est pas le chef de l'État qui vote la loi. Hein. Ce n'est pas le chef de l'État. C'est vrai, il a une majorité au Parlement qui est... Mais la question de la réélecture du code électoral s'adresse à lui et il a répondu fermement. Oui, lui dit qu'il n'est pas pour. En tant que président de la République, il n'est pas pour. C'est de ça que nous parlons, monsieur Antoine. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va modifier, c'est le Parlement. D'accord? Si les gens vont chez le chef de l'État, c'est parce qu'ils savent que le chef de l'État a son mot dit dans sa majorité au Parlement dont on a besoin pour modifier la loi. Ça veut dire quoi? Il faut voir la logique qu'il y a dans la loi même. Parce que les députés qui sont au Parlement aussi, ce n'est pas parce que le chef de l'État dit que je ne veux pas et qu'il se plie exactement à son mot. C'est parce que ce que le chef de l'État explique est tout aussi fondé pour eux. Et je viens de vous dire que ça dépend de là où nous voulons aller. Si nous voulons avoir de grands ensembles, si nous ne voulons plus avoir des partis politiques ethniques de régions, tout ça là, nous sommes obligés de mettre des mesures pour y en arriver, parce que sur près de 30 ans, la volonté politique n'y était pas.
les partis politiques qu'on avait par le passé, nous-mêmes, nous savons que c'est des partis politiques qui sont régionalisés, qui sont ethnisés. Quand vous parlez de la Renaissance du Bénin, on sait de quoi on parle. Quand vous parlez du PSD de Amoussou Bruno, on sait de quoi on parle. Quand vous parlez du PRD de Rumbedi, on sait de quoi on parle. Et ça, tout ça relève désormais du passé. Oui, non, c'est qu'on ne veut plus ça. En conclusion, pour notre entretien, qu'est-ce qu'il faut retenir? Non, ce qu'il faut retenir, il faut retenir que, d'abord par rapport au code électoral, que si les acteurs politiques, puisqu'on est en politique, c'est une loi, elle est perfectible comme tout autre. Mais il faut que les acteurs politiques arrivent à s'entendre. Surtout au Parlement, il faut que la majorité qui a voté la loi soit d'accord pour la relecture. Sinon, bon, on aura beau crier, mais on ne pourra pas réviser le code. Et j'en profite pour dire, puisque j'ai écouté le porte-parole du cadre de concertation de l'opposition le dimanche sur TVC, il disait quelque chose qui m'a fait un peu peur. Et je lui conseille de ne plus aller sur ce terrain. C'est-à-dire que si on ne révise pas le code, il y aura gaffe. Nos militants n'accepteront pas. Non, n'allons pas sur ce terrain-là. Si on tente, et que à l'arrivée, on n'est pas arrivé à réviser, on constate que voilà ce qui est là, et chacun se prépare pour à affronter les élections. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Adoukonou, analyste politique. C'est vous qui êtes notre invité de ce mardi. Avec vous, nous avons parlé de la grâce présidentielle et de la rélecture du code électoral, les raisons du nom du président Patrice Talon. Vous avez suivi ces analyses, ces explications, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin l'invité du soir de ce mardi. On se donne rendez-vous mardi prochain avec monsieur Antoine Adoukonou. Mesdames et messieurs, le grand soir, 120 minutes Actu Soir se poursuit. Juste après nous, c'est bien sûr le débat.